Eh bien, bonjour à tous, le Gorille, épisode 3. Aujourd'hui, on a deux invités. On a Rémi, Salut. salut, et Oscar. Salut les gars. Oscar. Et Ça fait bizarre d'entendre Rémi à chaque fois. Ouais, moi aussi. Ouais, Même moi, ça fait bizarre. alors, du coup, j'espère que vous allez tous bien. Merci de nous accueillir. On est au Bloom. Donc, tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est le Bloom. Plus précisément, on est à l'équipe et du coup dans un beau décor. Je pense que vous avez remarqué, on va certainement parler de basket, mais dans un premier temps, on va explorer un petit peu ton cursus, ton parcours de vie, et je pense que tu as de bonnes histoires à nous raconter. Dis-moi Oscar, premièrement, ça c'est le truc qu'on fait à chaque podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase ? Oscar Norel, 30 ans, papa d'une petite fille et bientôt d'une deuxième, et dirigeant du concept Bloom à Saint-Quentin. Donc voilà, très rapidement, et après on aura le temps de développer en profondeur. il a fait ça bien. Hein. Faut pas croire qu'il a révisé. C'est légère. Ok, et dis-tu- Oscar. Donc, qui est tout simplement le petit Oscar? Le petit Oscar, écoute, globalement, mon parcours, c'est quoi? C'est un parcours sportif, principalement. Hein. J'ai fait du basket pendant... J'ai 30 ans. J'ai arrêté globalement il y a les 3-4 ans. Donc j'ai fait du basket, on va dire, quasi toute ma vie. Un assez bon niveau en plus, hein, quand même. J'ai joué en National 3, donc c'est le premier niveau national au basket. Et j'ai eu la chance de côtoyer quand même pendant 3 ans. J'ai fait sparring avec les pros du SQBB quand ils étaient en Pro B. Donc oui, on va dire que j'ai pu jouer à un niveau quand même assez intéressant. Il est modeste. Hein. Grave. Ou peut-être pas modeste, mais non, réaliste. Réaliste. Ouais, il est modeste. Il est modeste. Un petit passage aux États-Unis, je crois aussi. Ouais, ça c'est ça on va dire que Au niveau de tes études. c'est le Graal, on va dire c'est la cerise que j'ai eu la chance d'avoir pu aller 1 an aux USA. C'était juste après mon bac, j'avais 18 ans, c'était à Bradenton exactement, c'est en Floride, D'accord. à côté de Tampa, et c'est une école qui s'appelle la IMG Academy. Donc IMG Academy, pour faire un peu l'histoire, c'est historiquement c'est Bollettieri. Donc de base c'est un monsieur qui s'appelle Nick Bollettieri qui avait monté son académie de tennis. Donc il y a eu des très très gros champions qui sont passés. Il y avait Pete Sampras, Maria Sharapova qui sont passés par là-bas. Et après ça a été développé sur tous les sports. Donc ça va du basket, du soccer, enfin le foot que nous qu'on connaît, au foot US, la crosse. D'accord. Et là, ils ont même fait, je crois, volley, beach volley, golf, je crois, natation aussi. Donc, non, c'est une grosse école aux US. Donc, pendant 1 an, ça m'a aussi permis d'acquérir une expérience, de voir autre chose, une autre culture. Une autre vision, je pense Ouais. aussi. Hein. Ça n'a rien à voir. Je suis parti à 18 ans et quand je suis revenu, tu switches, hein, t'as changé, quoi. Ouais, je pense que le mindset, la façon de voir les choses, le sport, l'approche du sport a dû totalement Complètement. changer en toi. Hein. Et puis aujourd'hui, on fait souvent le parallèle, que ce soit dans le boulot ou dans la vie, mais c'est que le sport, on fait du copier-coller à tout niveau. Donc, ce qui m'a permis de me développer sur beaucoup d'aspects. D'où ce podcast, hein, de toute façon, qui rapproche le sport et le mindset entrepreneur. C'est vraiment ça qui est recherché. Hein. C'est souvent, on développe les gens. Moi, je le vois ça à la salle, qui viennent à prendre confiance en eux, qui commencent à se développer personnellement, et grâce au biais du sport. Hein. C'est vraiment ça le rapprochement qu'on arrive à faire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au niveau des États-Unis par rapport à la France sur l'approche du sport ? Comme je dis souvent, c'est que eux, aux US, ils créent des champions. Nous, on est plutôt à dire, on a un vivier, puis s'il y en a un qui sort du lot, tant mieux. C'est vrai. Voilà. Après, moi, j'ai eu... en fait, ils se basent sur... un aspect qui s'appelle le mérite. Donc, t'as beau peut-être faire 1m50 et tu fais 20 kilos. Si tu te lèves tous les matins à 5h du matin et que tu te rentres, il est 23h, ils le verront. Peut-être que oui, après, à un moment donné, il y a la réalité du terrain qui fait que... Mais ils le verront et ça sera récompensé.
Ouais, t'as vraiment cette notion du travail hein, Ah, qui est mise en avant. c'est indéniable. Ça rejoint un peu ce qu'avait dit, je crois, Teddy Riner à l'époque, qui avait dit que la France n'était pas un pays de sport, Oui. finalement. Et c'est vrai que, enfin, on est plus dans, comment dire, t'as une personne qui a les capacités pour, bah du coup, ouais, ok, ça va être un champion. Mais il n'y a pas la culture du travail en amont. Enfin, ils prennent ça directement, comment dire, la poule aux œufs d'or, quoi. Non, mais c'est ça, on trouve quelqu'un qui a un beau potentiel, on essaie de le développer. Aux États-Unis, on va vraiment récompenser le mec qui est en train de bosser, qui se lève, comme Oscar disait, tous les matins, qui va venir bosser, qui va charbonner, qui va aller de l'avant. Et, C'était Garnett qui le disait le mieux. Oui. Toujours un mec qui sera levé avant toi pour aller travailler. Ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est ça le taf. Mais ça, c'est vraiment c'est se dire, il y a toujours celui qui va faire soit la répétition de plus ou la minute de plus, etc. Donc, mais ça, c'est. Mais eux, ils sont formatés comme ça. Ouais. Aujourd'hui, ils sont dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans n'importe quel domaine, ils sont formatés pour être, entre guillemets, les meilleurs. Donc, c'est vrai que je dis, moi, ils créent des champions. Parce que, alors après, forcément, ils ont aussi un vivier qui fait qu'à un moment donné, il y en a un qui sort du lot. Oui. Et on le voit même que ce soit dans les sports américains, mais ils ont un standard qui fait que l'échec, c'est pas dans leur ADN. Ouais, ça, tu dois bosser pour moi. Et ce qu'on a perdu ou qu'on a peut-être jamais eu en France, hein, de toute façon, enfin, j'en parle assez souvent, et encore dans mes posts cette semaine, où enfin, je gueule souvent après cet assistanat qui a lieu en permanence et ce nivellement par le bas, parce que aujourd'hui, on est en train de couver. Hein. Clairement, on voit les parents, comment ils gèrent leurs enfants, ou même au niveau des entraîneurs, comment ça se passe avec leurs athlètes. Ils sont surcouvés. Et on n'a pas la culture du mérite. Oui. Non, puis, alors là, je fais le parallèle rapidement aussi sur le côté pro, mais c'est qu'aujourd'hui, la valeur travail, c'est-à-dire que le goût de l'effort, ça, on l'a plus. Aujourd'hui, même nous, dans la restauration, on a un métier qui est dur. C'est dur parce que c'est physique, c'est mental. T'es en coupure, donc tu te lèves le matin, tu finis ton service à 15h, tu dois te décharger, tu repars chez toi pour peut-être 2 heures ou 3 heures de repos, mais au final, t'as pas le temps d'évacuer, tu dois repartir à 17-18 heures pour le service du soir. Sauf que voilà, ça demande un effort constant. Et ça, nous, aujourd'hui, on l'a quasiment plus ou on l'a pas. Et c'est pareil. Là, moi, je fais le parallèle entre le sport et le travail. Et ça, cette valeur travail, on l'a plus quasiment. De toute façon, tu dois le voir quand tu fais les entretiens d'embauche ou. Oui, bah, façon, après, aujourd'hui, en plus, même dans la restauration, quand on dit qu'il va falloir travailler le soir, le week-end. Ah non, non, moi, c'est pas possible. Je travaille pas le week-end ni le soir. En restauration, c'est mort. Parce que les gens, leur priorité, c'est leur soirée avec leurs potes. Ouais, mais c'est ça. ta priorité, c'est quoi à ce moment-là? C'est tu dois gagner ta vie. Donc, tu fais les sacrifices et tu dois travailler pour gagner ta vie. Et ça, le problème, c'est que les gens aujourd'hui sont tellement dans ce mode, c'est pas grave, de toute façon, au pire des cas, j'irai pointer et puis je vais toucher mon petit salaire, je vais me contenter de mes 800 balles. Mais par contre, je vais me plaindre que dans la vie, je galère. Non, c'est vrai, je sais plus, j'avais vu parce aux infos quelqu'un qui disait ça, c'est que il faut réussir à redonner goût aux gens de travailler. Oui. Et quel sens ça a de travailler? Aujourd'hui, on pense que travailler, c'est quoi? C'est 1 heure travaillée, donc on me doit tant. Non, il n'y a pas que ça. Il y a tout l'environnement, la sociabilisation, on voit des gens, on se crée un réseau aussi, on acquiert des compétences, on grandit. Et travailler, ça ne se résume pas qu'à la fiche de paie à la fin C'est ça. du mois. C'est les gens, c'est 1 heure de travail, C'est ça. 1 heure qui est payée et point barre. Quoi. Aujourd'hui, quand on prend quelqu'un qui peut avoir, peu importe, 16, 17 ou 18 ou 20 ans, le but, c'est de l'accompagner, peu importe la longueur dans l'entreprise. Mais c'est de dire, t'es arrivé chez nous, t'es arrivé avec telle compétence, tu vas repartir chez nous, tu as acquéri un bagage qui fait que demain, tu taques à n'importe quelle porte, et on va pouvoir, tu vas trouver du boulot. Tu vas pouvoir te stabiliser. Après, le but, c'est quand même de s'asseoir dans une ville, pouvoir avoir un projet de vie, enfin, comme tout, je pense, comme beaucoup de personnes, à un moment donné. Donc, et ça, les gens, aujourd'hui, n'arrivent plus trop à le comprendre. Alors, c'est aussi, je pense, qu'à notre mode Enfin, je pense qu'aujourd'hui, le monde a un peu changé aussi. C'est que il y a 30-40 ans, on voyait peut-être pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, on peut prendre un billet d'avion, partir dans n'importe quel pays et puis prendre un job du jour au lendemain. Ça a des avantages et ça a des inconvénients parce que nous, il y a des gens aujourd'hui, ils se disent je vais faire 2 mois ici, puis après, c'est pas grave. S'il faut, je me barre. Donc, c'est nous, de notre côté, c'est là où ça devient problématique. C'est que essayer de créer un noyau, avoir une équipe solide, C'est ça. c'est plus compliqué. Donc il faut essayer de jongler, mais ça c'est tout
tout un métier aussi. Hein. Parce que beaucoup de gens veulent courir après les opportunités en permanence et on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Exactement. Et ils n'ont pas le temps. Moi, je le vois au niveau de la boxe, où j'ai de la chance avec mes coachs, où là, ça va bientôt faire 3 ans, dont Clarisse, donc ça fait 1 an qu'il est avec nous. Et voilà, comme je leur explique souvent, c'est nous, on prend du temps pour les former. Mhm. Parce que, ok, avoir un diplôme dans dans une branche de métier, c'est une chose, mais c'est pas pour autant que tu es compétent. Et sur place, il faut apprendre à donner du temps. Et souvent, ça se résume pas à je travaille 1 heure, donc j'ai droit à tant de l'heure. Non. C'est moi, ce qui va m'intéresser, c'est le temps que la personne va donner sur le côté. Comment elle va s'investir dans la société, qu'est-ce qu'elle va faire pour s'élever au fur et à mesure et devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est vrai que là, dans ces cas-là, quand tu passes du temps pour former des gens, l'idée, c'est de les garder un petit peu avec soi, même si tu sais que tu les auras pas toute ta vie avec toi. Non, c'est avoir un minimum de retour, comme on dit, entre guillemets, sur investissement temps. C'est ça. Parce que si tu dis que tu prends du temps à former quelqu'un et puis qu'à la moindre opportunité, il s'en va, tu te dis, moi, j'ai fait tout ça pour rien. Moi, je l'ai vu dans le monde de la nuit, le nombre de DJ que j'ai pu former, et qui, 1 an après, te la mettent à l'envers, aller voir les mêmes patrons pour dire, je peux faire le même boulot qu'Eddie, mais pour rien, moi, je viens gratos de toute façon. Maintenant, en fait... j'ai l'impression que les salariés deviennent des mercenaires, finalement. Tout de suite à vouloir changer, vouloir proposer, aller voir d'autres missions, et puis évoluer, même pas évoluer, demander plus. Oui. Parce qu'il n'y a même pas d'évolution dans les compétences ou autres, c'est juste demander plus. Et ça se voit encore plus pour les ingénieurs qui sont formés, certes, par l'école, etc., et qui vont avoir des prétentions salariales super élevé par rapport à ce qui est demandé, quoi. Et on est complètement à côté. Après, je ne sais pas s'il y a aussi l'éducation nationale qui joue aussi dans cette culture de vouloir dire voilà, vous valez plus, n'hésitez pas à demander plus, etc., etc. Donc après, à voir. C'est sûr que dans tout ça se joue beaucoup. Si on prend la pyramide, peu importe quelle image on peut avoir, mais le socle est super important et c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a quand même une conception de l'éducation et de l'école qu'il faudrait peut-être revoir. Oui, mais oui. Ça fait combien d'années qu'on dit qu'on devait couper un peu sur le système anglo-saxon et commencer à développer des activités, que ce soit sportives ou culturelles, l'après-midi, quoi. Complètement. Puis, je ne sais plus avec qui je discutais, mais c'est la base de la base, et mon cas, perso, c'est que quand tu arrives à 15 ou 16 ans, où à un moment tu peux te retrouver... Il y a des profils, à un moment donné, peut-être en full autonomie ou se retrouver seul, c'est savoir manger. Et aujourd'hui, quand tu prends je ne sais combien de personnes ne savent pas manger. Quand je dis ne savent pas manger, c'est de manière équilibrée, parce qu'après, tu as des troubles alimentaires. Ah oui, les troubles du comportement alimentaire, etc. Il ne faut pas aller là-dedans, parce que si on se tape tous les nutritionnistes... on s'en occupe. C'est que à l'école, on apprend des choses qui sont fondamentales, ça je suis d'accord. On doit apprendre les choses les plus fondamentales, les mathématiques, ça c'est important. Il y a des choses que je pense qu'aussi on devrait ajouter, comme le fait de savoir manger, le fait de savoir comment bien dormir, ce que ça peut être, les répercussions. Donc tout ça devrait être mis, je pense, en avant, et non pas avec juste des slogans quand McDo passe à la télé en disant manger 5 fruits et légumes par jour, quoi. Des trucs tout faits, je suis désolé... là-dessus, mais quand on voit la propagande wokiste entre parenthèses qui est fait au niveau de l'éducation nationale, moi c'est en train de me rendre fou. Et là, j'arrive à une période où on est en train de m'annoncer que t'as des drag queens, etc., qui interviennent dans les écoles et tout pour apprendre aux enfants à un peu choisir leur sexe. Je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Comme apprendre à manger, au lieu de nous emmerder avec les problèmes de sexualité, arriver à 8 à 9 ans. Moi, à 8-9 ans ou 10 ans, on s'en fout de quel sexe tu es ou ta tendance sexuelle. Toi, tu voulais juste faire du basket? Moi, je voulais juste faire du karaté à l'époque et du basket, donc on me dise... les bases, les bases, je vais pas dire les bases de la vie, mais si les bases, bien sûr. Même la lecture. La lecture, la culture, ça s'est perdu totalement. Donc oui, les bases, il faut revenir à ça. Donc oui, je pense qu'il y a un gros travail de fond. Et je pense aussi accepter qu'il y a des enfants qui ne sont pas faits pour le cursus scolaire. Enfin, moi, j'en suis un parfait exemple. Je n'étais pas fait pour entrer dans des cases au niveau scolaire, d'où l'intérêt l'après-midi de pouvoir développer des sportifs, des artistes, laisser partir les enfants aussi dans comment on pourrait les développer, quoi. Ouais, tout ça, c'est boudé, parce que...
que tu vas prendre des profs, bon, ça change un peu, hein, mais sinon, c'est toujours les voies généralistes et jamais les voies professionnelles. Ça va jamais s'intéresser à ce que toi, tu aimes réellement. Oui. Puis il y a cette phrase, cette grande phrase où quand tu arrives au collège ou en fin de collège ou début du lycée qui dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Un truc qui te stresse, quoi. La seule chose qu'on a su faire, c'est mathématiques, SVT et géographie. C'est pas ça qui va me dire je vais être cuisinier, je vais être, je sais pas, moi je vais être dans le bâtiment, etc. D'ailleurs, t'as fait quoi comme étude? Moi j'ai eu un bac scientifique et donc c'est juste après mon bac où je suis parti à l'étranger. Et donc quand je suis rentré, j'ai continué dans le basket. Et quand ça n'a pas abouti comme je voulais, moi j'ai la chance, c'est que moi j'ai mon père qui était entrepreneur depuis longue date, qui s'est fait tout seul. Donc en fait j'ai intégré directement le groupe familial. Et j'ai commencé par les boutiques de prêt-à-porter qu'on avait, donc en l'occurrence Fabien. Mhm. Donc j'ai commencé là-dedans, j'ai pris la gestion et j'ai fait ça pendant 3-4 ans, de 2007 à 2021. Et après 2021, mon père commençait à avoir des petits soucis de santé, donc il allait prendre du recul. Donc j'ai pris la présidence du groupe et qui en découlait sur le projet qu'on va sur Bloom, en l'occurrence derrière. Donc, mais sinon, j'ai pas d'études particulières. J'ai uniquement le terrain. Donc voilà. L'école de la vie qui est le sport. Un peu comme ton papa, c'est vraiment cette faculté, cette science du terrain, quoi. Ouais, moi, c'est sûr que j'ai la chance, c'est que j'ai appris grâce à un beau mentor, oui. Donc ça aide beaucoup et puis on apprend peut-être plus rapidement. Mais c'est sûr que j'ai que de l'expérience, quoi. J'ai aucun diplôme particulier et spécifique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir tout diplôme, mais à un moment donné, c'est le terrain. La science du terrain qui C'est le terrain qui paye. Donc, Et la motivation. oui, ça c'est détermination, motivation, abnégation. C'est des adjectifs que je pourrais en parler longuement parce que après je pourrais expliquer un petit peu par quoi je suis passé pour monter le Bloom. Mais oui, c'est peut-être le maître mot même, c'est abnégation, je dirais. C'est ne jamais rien lâcher. Ouais. Bon, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est le maître mot. Ok. Ce qui te va bien, ce pôle en plus. Ouais. Pourquoi pas. Oui. On va revenir un peu sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et on est sur une ville, Saint-Quentin, qui a certaines particularités. Quel avantage il y aurait d'entreprendre à Saint-Quentin et aussi de l'autre côté, les points négatifs au niveau de la ville? Comme je dis, les points, on va dire, les avantages qu'il y a à entreprendre à Saint-Quentin ou dans toute autre ville, je pense, c'est que peut-être pas les grandes, on va enlever les grandes métropoles, Oui. mais c'est que les typologies comme Saint-Quentin font que je pense qu'il y a tout à faire. C'est-à-dire que quand je dis tout à faire, c'est que ça demande à avoir de nouveaux concepts, entre guillemets, un peu de fraîcheur, pour dire que on peut innover aussi dans des villes de taille moyenne. Donc entreprendre, c'est toujours bon parce que ça crée. C'est des nouvelles visions, c'est partager des nouvelles idées. Donc entreprendre, je veux dire, il n'y a jamais de frein à entreprendre. Après, c'est sûr que le facteur risque, il se calcule. Donc ça, faut pas le laisser de côté. Donc, et on est dans une ville où, certes, on a une population qui est vieillissante. Je crois de mémoire, on perd aussi quelques habitants un petit peu chaque année. Oui. Donc, c'est-à-dire que le chaland non plus n'est pas extensible. Et après, il y a le nerf de la guerre, hein, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Que ce soit que ça touche, on va dire, peut-être, je vais pas dire toutes les classes, mais de la plus basse à la classe moyenne. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est la question. Là, c'est la grande question. C'est aujourd'hui, sans pouvoir d'achat, les gens ne peuvent pas consommer. Si on peut pas consommer, il n'y a pas d'économie derrière, il n'y a pas de flux. Donc les entreprises ne peuvent pas tourner. Et encore plus dans le commerce. Peut-être pas toutes les entreprises, hein, on va dire tout ce qui est industrie, services, autre chose pour eux. C'est complètement autre chose. Mais dans le commerce, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, on va dire que le commerce est mort. Et pour toi, qu'est-ce qui manque sur le Saint-Quentinois? Qu'est-ce qui manque? Je pense que, comme dans toute ville ou tout pays, il manque un peu d'industrie. Aujourd'hui, il manque des qui ont été localisés dans d'autres villes à proximité, mais je pense qu'il manque des gros poissons. Ouais, des gros groupes là, qui viennent s'installer. Je pense. Bon, on a failli avec Clarins qui allait s'installer à l'époque, mais ça s'est pas fait. Après c'est je pense un choix politique, stratégique, emplacement, mais je pense que
les grosses entreprises, si elles doivent s'installer dans des villes, elles ont aussi elles ont leur intérêt. Donc, Saint-Quentin, pour moi, est un bon emplacement parce qu'on est au carrefour de tout. Oui. On a Amiens, Reims, Lille et Paris. On est au milieu de tout. On a l'autoroute qui est pas loin. On a raté le TGV à une époque qui fait que je pense que ça aurait été un très gros atout. Et après, je pense que c'est des choix qui sont plus d'aujourd'hui. C'est des choix qui ont été faits il y a 20, 30, 40 ans qui font que Saint-Quentin n'a pas été la ville de Picardie, on va dire, ciblée. Mais bon, je pense que c'est pas mort. Après, on avait une très grosse usine, on a une très grosse industrie qui était le textile. Bon, le textile, on sait qu'avec les pays asiatiques, Ils sont défoncés. Ça fait le qui est un défoncer. peu le Maghreb, Turquie, tout ça, on peut pas rivaliser. Donc ça a été le gros point noir pour Saint-Quentin. Puis après, je pense que on va dire que tout ce qui est le libre-échange, tout ce qu'on connaît au niveau de l'économie qui a fait qu'en France, on peut plus rivaliser avec certains pays. Ouais, l'internationalisation. Quand je pense juste en termes d'industrie-usine, quand on paye un salarié chez nous, on le paye quasiment x2, x2,5. Bon, les pays de l'Est et les pays asiatiques, ils ont pas les mêmes normes que nous, quoi, les mêmes contraintes. Je peux sur des enfants. Ah ouais, non, mais en fait, on se rend pas compte, mais tout ça, ça vient en ligne de compte et ça Bout vient à jouer. bout, sur ton business plan, sur Et les gens se rendent pas compte, c'est que nous, on a quand même un système qui est fou, hein, et ça, faut en être fier. Hein, c'est notre système sécurité sociale. Oui. Et je veux dire, dans n'importe quel pays aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a une couverture sociale, oui, sur laquelle, on est les meilleurs. En France, on est les meilleurs. Là, si on n'a pas, Mais c'est un coût. voilà. Et ça, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu vas embaucher quelqu'un, tu réfléchis à 5 fois avant de te lancer et de signer quelqu'un, quoi. Tu dis, bon. C'est qu'aujourd'hui, quand il faut payer tout ce système qu'on connaît qui est en France, donc admettons nos vêtements qu'on a sur nous aujourd'hui, si on devait les fabriquer en France, peut-être qu'ils coûteraient 3 ou 4 fois plus cher. Sauf que ça, il faut que le consommateur, à la fin, il le comprenne. À un moment donné, pourquoi je vais aller payer le t-shirt que j'achète 25 € aujourd'hui, pourquoi je devais le payer peut-être 50 ou 60 €. Ouais, mais aujourd'hui, l'Asiatique qui le fabrique, il n'est pas payé 1400 ou 1500 € comme un Français devrait le faire. Voilà. Il est payé peut-être 10 fois ou 5 fois moins cher. Et ça, mis bout à bout, ça fait que. Donc, non, après, Saint-Quentin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut prendre comme je dis souvent, on est au bord de la piscine, il faut sauter. Et après, on apprend à nager plus tard. Entreprendre, c'est ça. On peut pas savoir à l'avance si ça marchera ou si ça marchera pas. On peut évaluer le risque, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, on peut pas avoir la science infuse en disant je monte un business et ça va cartonner. Mais à partir du moment où tu y crois, de toute façon, je pense que tu peux faire la chose. Et puis il faut aussi dédiaboliser l'échec. Aujourd'hui, il faut pas penser que parce qu'on a échoué une fois, que ça résume que tout le projet était mauvais ou que ça résume tous les projets à venir. T'en as déjà eu, toi, des échecs? Moi, personnellement, non. On va dire qu'en plus, je traverse une passe qui est compliquée au niveau professionnel. Mais c'est pour ça que je parle d'abnégation, c'est que dans n'importe quelle situation, que ce soit réussite ou moins bonne, à un moment donné, il faut jamais rien lâcher parce que la vague, elle peut se relever du jour au lendemain. Mais l'échec ne résume pas une vie ou un projet. Là, c'est ça, il faut se l'enlever de la tête. Et je pense que ça aussi, ça freine beaucoup de gens à entreprendre en France. Oui. C'est qu'on a tellement peur de dire à un moment donné, si je ne réussis pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Tu auras appris, je pense, 1000 fois plus que si tu avais attendu, entre guillemets, le bon moment. Et le bon moment, il ne vient jamais. C'est vrai, ça c'est le truc que je dis à chaque fois. Ça n'existe pas, ça. Ouais. À un moment donné, il n'y a pas de bon moment. Il ne faut pas être dans la réaction ou même dans la réflexion, c'est ce que je leur dis toujours, il faut être dans l'action. Tu fais, tu verras bien. C'est tout, tant pis, à un moment donné, certes oui, alors, il y a des moments qui sont plus propices. Si on parle d'un moment qui est récent, qui est le Covid, c'est sûr que période Covid, il n'y avait rien qui était propice au business. Ça, ok. Et peut-être encore, il y a certains secteurs qui ont fait une explosion monstrueuse. Oui. Comme quoi, comme dans toute situation, il y a aussi une part d'opportunité et de réussite. Mais il faut s'enlever de la tête l'échec. Là, si je repasse sur le sport, un mec qui doit mettre un tir, combien de fois il a raté pour le mettre? Oui. C'est un peu cette phrase que Kobe avait sortie à Tipeee, sur le reset. Le reset. Ouais, c'est ce truc du
C'est pas grave. Le prochain, il sera dedans. Ah bah oui, puis alors si dans le basket, un shooter ne se dit jamais. Si un shooter doit se dire à un moment donné, si je tire, je rate, C'est foutu. et lui, il faut qu'il change de métier. Ouais, Il ça, faut c'est qu'il arrête. clair. Non, c'est ça. Qu'il arrête de tirer. Donc, dans le basket, c'est le mec qui un shooter, ou même n'importe quel basketteur sur le terrain, si à un moment donné, il se dit dans sa tête, si je prends mon tir, c'est pour le rater. Non, mais déjà, tu as fait 50% du job. Oui, tu vas le rater, c'est sûr. Mentalement, tu n'y es pas. Et après, il y a la phase d'après, c'est si je rate, c'est pas grave, le prochain, il sera dedans. Si je rate encore, le prochain, il sera dedans. Exactement. Et ça, c'est la mentalité de tout, entre guillemets, shooter au basket. Et c'est ce qu'il faut avoir. Non, C'est toi, pareil, tu c'est pareil dans le travail. C'est que dans un business, alors après, faut pas faire n'importe quoi, mais si j'échoue sur un projet, ok, pas grave, le prochain, il sera bon. Et le deuxième et le troisième, il sera bon aussi, et ainsi de suite. Tant que t'en tires des leçons, C'est ça, et pareil, là, est-ce que aussi, c'est savoir, c'est dire, c'est à un moment donné, si j'ai fait une erreur une fois, le but, c'est de ne pas répéter la même erreur une deuxième fois. c'est ça. C'est là où aussi, il faut apprendre de ses Pas erreurs. rentrer dans la folie, quoi. Ouais, parce que sinon, là, c'est vrai que ça devient problématique. Ouais, là, tu te dis, bon, psychologiquement, le gars, Ouais. il est plus terrible. On est au Bloom et tu vas pouvoir nous parler un peu plus du Bloom, la création de ce projet, parce que moi, je me rappelle très bien, avec ton papa à l'époque, Ouais. on avait visité, donc ça Ouais. date d'il y a... Pour Wow. dire, je crois que c'est 2018. Ouais, je crois que Ouais. c'est là où moi j'avais commencé à me projeter sur ma première box de CrossFit, qui, j'en parlais tout à l'heure avec Penny, Tu vas être à la place de la Goudale. à la place de la Gouda, là, Exactement. quand je vois ce que c'est, canon quand même. Ouais. Et c'était totalement fou. Je me rappelle être rentré dans ce hangar avec les pavés au sol, etc. Oscar qui m'expliquait un petit peu ça va être là, ça va être là. Putain, les mecs sont tarés. Enfin, comment ils vont faire ça? Mais en même temps, tu sentais en eux qu'il y avait déjà cette motivation, ce projet qui était déjà abouti dans leur tête. Moi, c'est ce que j'adore quand j'échange avec les gens, c'est que même si les gens sont en train de t'expliquer un projet, c'est cette faculté à te projeter dans leur projet, dans leur envie de faire quelque chose, tu vois. Donc, qu'est-ce que le Bloom? Qu'est-ce que le Bloom? Le Bloom, c'est beaucoup de choses parce que c'est beaucoup de temps. C'est donc 2018 globalement où on tombe sur cette friche. Quelques déboires et je vais faire la chronologie assez rapidement, mais 2018, 2020 Covid, Ouais. donc il met un gros arrêt dans tout ça. Donc on démarre en 2021 globalement. Les métiers de la restauration sont diabolisés parce que avec toutes les normes d'hygiène, etc., c'était un métier où c'était très compliqué et l'activité on va dire, c'était un peu cassé la figure, même si en 2022, ça a pris des progressions à deux chiffres. Donc, très compliqué pour moi, le montage financier, etc. Fin 2021, moi, j'ai mon papa qui décède. Donc, je reprends, on va dire, là, à 1000% tout le bateau. Et donc, à l'époque, les banques nous disent, c'est simple, vous pouvez faire soit l'immobilier, ou les exploitations. Et donc, nous, on fait le parti pris de faire les exploitations. Donc, aujourd'hui, ce qui est devenu le Bloom. Donc, on s'est mis en chasse de vendre les murs. Oui. Aujourd'hui, on a dû vendre les murs, travaux finis. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Donc, le montage financier, bancaire, très, très long. Et donc, malgré tout, on arrive à ouvrir en septembre 2024, donc le 17. Et le Bloom, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un concept de restauration. Un lieu de vie, un lieu de partage qui réunit 4 entités différentes. Donc, Il Ristorante, restauration italienne, Pub Goudal Restaurant, brasserie du Nord et flamande, Bloom Brass, microbrasserie, donc on produit notre propre bière sur place. Et on a une partie de restauration qui se fait uniquement au grill, donc au charbon de bois, donc un grand barbecue, pièces de viande, poisson. Et on a l'équipe, donc le sports bar, où la thématique c'est retransmission de sport à fond, avec des jeux, donc comme le terrain de basket ici présent, on a un terrain de pétanque, on a des pistes de fléchettes, le shuffle, et on a un écran géant de 24 mètres carrés pour les retransmissions de sport, comme on a pu vivre en Ligue des Champions hier, avec une très belle soirée. Donc peut-être que quand ça sortira, peut-être que le PSG aura gagné la Ligue des Champions. Non, la finale, c'est en quelle C'est date? le 31 mai la finale.
Samedi 31 mai. Ah, donc, Bon. bon. Donc, Normalement, on devrait sortir le 25 mai. petit rendez-vous si On fera les les pronostics. amateurs ou les professionnels de foot veulent se rendre le 31 mai, ce sera avec grand plaisir. Voilà, bah, ça sera le rendez-vous hein, ici pour la finale. Hein. De toute façon, à Saint-Quentin, c'est très bien que tout le monde se réunira au Bloom. Pourquoi ce sports bar, tout ce concept-là, comment tu t'es projeté à l'époque Alors, pour être honnête, de base, le Bloom, ça a été le nom qu'on a donné par la suite, mais de base, le projet global, ça devait être 2 restaurants. Donc, ça devait être pas forcément il restauranté. Hein. Mhm. De base, c'était de mettre deux restaurants Ouais. et de mettre du jeu pour enfants. Donc, on avait fait quelques études de marché qui n'avaient pas forcément abouti sur la partie jeu. Donc, on a revu le projet pour revoir un pôle, en gros un pôle food, un pôle restauration. Et Il Restauranté, donc c'est une très belle enseigne du groupe Agap. Donc aujourd'hui, ça détient 3 brasseurs, Saladenko et d'autres enseignes. Donc restauration italienne qui cartonne. L'équipe, au début, ça devait être aussi une enseigne qui s'appelait à l'époque, enfin qui s'appelle toujours, c'est le Novik Stadium. D'accord. Qui aujourd'hui, il y a deux établissements qui sont à Dieppe et à Rouen. Et on était tombé dessus, donc on devait faire ça, mais ça a été aussi pour des démarches administratives compliquées. Donc on a remodulé un petit peu le concept à notre façon en déco et on a trouvé un nom. Et l'idée, c'était de dire que Saint-Quentin, c'est comme une ville sportive. Oui. Donc il y a matière à faire. On a le SQB qui est en Pro A, on a quand même pas mal de sports, le volley qui est en Pro B, le foot qui est en N2, qui sont en N3 aujourd'hui, mais... Donc on a quand même une ville qui est vachement axée sur le sport, donc ça s'y colle parfaitement. Et puis je pense que ça demandait un concept concernant l'équipe, je pense que c'était demandeur. La microbrasserie, c'est parce que mon père était un peu, on va dire, un peu fan. Tout ce qui était production de bière, il aimait beaucoup. Et Pub Goudal Restaurant, c'est une toute nouvelle chaîne qui est sortie en 2016. Aujourd'hui, il y a une dizaine de restaurants. Et c'est un modèle qui est un peu calé sur le type 3 brasseurs au bureau et qui est tout jeune, quoi. Donc voilà. Donc on avait recalé le projet. Au début, c'était restauration et jeux. Ça nous a pas forcément conforté. Et aujourd'hui, on a fait vraiment un pôle restauration 100%, quoi. C'est vrai que c'est canon, c'est que directement, tu es pris par l'entrée. Ouais, c'est grave original. Tu es dans un univers. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait surpris à la première visite et quand tu avais commencé à m'en parler. C'est vraiment ce truc ici, quand tu rentres, tu as cette allée là en pavé là, qui est canon. Et de cette là, après, tu choisis un peu ce que tu me disais à l'époque, une ville dans une ville. Ouais, c'est recréer un peu c'est une rue. C'est une Oui. rue, un peu un cul-de-sac, et t'arrives et puis tu choisis là où tu veux déjeuner ou boire un verre. En plus, tu l'as fait vivre par des petits événements. Ouais, on a essayé dernièrement, on a fait un petit concert avec barbecue en extérieur. Et puis là, on va arriver sur l'été avec différentes soirées avec des DJ, dont je vais taire le nom. Pour le 6 juin, par exemple, ça va être une première. Donc voilà, on va. Ouais, le but, c'est vraiment d'animer. Il y avait même un défilé de mode, je crois, à un moment. On a fait un défilé avec ma sœur, avec ses boutiques. Mmh. Donc l'idée, c'est en fait. Alors l'idée même, c'était de dire on est dans une rue un peu parisienne. Et comme à Paris, c'est vrai que ça grouille un peu de partout. Limite, si on pouvait avoir un peu des musicos qui soient vraiment en bord de rue, limite cracheurs de feu, des artistes de rue, quoi. L'idée, ça serait ça. Petit à petit, on amène les choses au fur et à mesure, mais c'est vraiment d'avoir un peu cet aspect vivant. Et du coup, ça, c'était ton idée ou celle de ton père C'était une idée, on va dire. Moi, c'était plutôt la partie jeu et sports bar. Et après, la partie restauration, c'était vraiment le cœur de métier. C'est le cœur de métier de mon père. Donc, la restauration. Et au final, je suis tombé dedans et j'ai repris le flambeau. Le flambeau, quoi. Donc voilà. Mais oui, sinon, de base, moi, c'était vraiment la partie jeu et sports bar. Okay. Et la partie restauration, ça devait être plus la partie de mon père. Mais au final, j'aurais tout repris, quoi qu'il arrive, parce que la passation se faisait. Mais sinon, après, moi, c'était le sports bar, c'est vraiment chose qu'on avait vraiment étudié à fond. Et du coup, du fait des événements de la vie qui ont fait que, est-ce que tu as rencontré de grosses difficultés, du coup, de faire tout ça seul ? Alors, même si je suis la tête, on va dire, visible de l'iceberg, comme on peut dire, mais je suis pas seul, heureusement d'ailleurs, parce que seul, on fait pas grand-chose. Ouais.
Non, il y a toute une équipe. Donc mon père avait un associé donc, qui est toujours présent et qui m'a accompagné aussi. Mais sinon en termes de difficultés, aujourd'hui, monter un projet en France, donc il faut être motivé. Costaud. Voilà, donc surtout sur la restauration, comme je disais, post-Covid, ça a été un enfer. Il n'y avait plus personne qui voulait monter de projet avec des restaurants. Donc les montages financiers bancaires, ça a été catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est que les banques étaient vraiment réfractaires à tout. Ok. Donc ça a mis beaucoup de temps et ça nous a mis quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Mais voilà, comme je dis, abnégation, on n'a pas lâché. Et une porte se ferme, on en repousse une autre. Donc, et si on est là aujourd'hui, c'est que on a réussi à aller au bout. Et du coup, tu as combien de salariés? Aujourd'hui, sur le Bloom, c'est une petite quarantaine de salariés. C'est déjà pas mal. Quand même, ouais. Ouais, C'est déjà une belle entreprise. ça fait un peu de monde. Et donc, 40 salariés. On a commencé gros, hein, parce qu'à l'ouverture, c'était quelque chose. L'ouverture, c'était du sport. On était, je crois, quasi 75 Waouh. au démarrage. Ouais, je dirais ça. Ouais, et le flux, c'était indécent. De mémoire, je crois que sur les premiers week-ends, c'était 6000 personnes, je crois, par week-end. Et tu as eu des moments de doute, pas très loin de l'ouverture? Moment de doute. Alors après, ça, c'est. Je sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, quand t'es. Tu sais, quand t'es lancé dans. Alors moi, pour mon cas, une fois que t'es dans l'engrenage, je pense que la place au doute, la question, elle doit plus se poser. Parce que si tu commences à douter, c'est là où ça peut commencer à poser problème. Moi, ce que je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là, le projet, c'était tête baissée. Et il n'y avait qu'une seule solution, c'était de le sortir. Et le doute, c'est ce qui peut faire vraiment te faire casser la gueule. Ok. Ouais. Enfin, pour moi. Hein, parce que, Non, c'est ça. Hein. Si tu commences à te poser des questions, ouais. tu vas trouver un problème qui va t'amener sur un autre problème, qui va t'amener sur un autre problème, et tu vas passer ton temps à réfléchir qu'au problème, au lieu de foncer simplement et puis de vivre le Ouais, truc à et puis- 300%. Comme je dis souvent, c'est des problèmes. Oui, de toute façon, ça, il y en aura toujours, mais on en prend un à la fois. Entre guillemets, le mur qui est là, bah, c'est tout. Comme je dis souvent, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On est au pied du mur. C'est soit tu arrives, tu casses le mur, ou soit tu es un peu plus malin, et donc tu passes au-dessus, tu passes à côté, etc. Mais il y a forcément une solution. Donc quand il y a un problème, c'est tout, on le prend, on le solutionne, et puis on avance. Et on fait ça. Alors après, quand il y a beaucoup de problèmes, c'est là où il y a certaines personnes qui peuvent plonger et à un moment donné avoir la tête sous l'eau. Mais il faut réussir à prendre de la hauteur, du recul pour essayer d'avoir une vision d'ensemble et se dire à un moment donné, il faut prioriser, j'appuie plus là, je demande un coup de main. Et puis je dis, avec une équipe, on arrive à faire beaucoup de choses. Après, c'est ta position de gérant aussi, tu dois montrer l'exemple. C'est ce que j'allais ça. dire. À un moment donné, si, entre guillemets, la tête, la première, Sûr. elle Elle commence doute. à abaisser, Les autres, ils vont suivre. qu'est-ce que ça va donner derrière? Ouais, c'est ça. Tu C'est peux pas mentir. c'est ce que je dis souvent à mes managers, aux responsables. J'ai à un moment donné, si vous-même donnez pas le ton, comment voulez-vous que derrière ça suive? Bah, ça marche pas. C'est impossible. Encore un exemple au basket, mais le SQBB. Oui. Avec le départ de Julien Mahé, tu vois que là, tous les joueurs, ils ont plus envie, quoi. Donc, Ouais, alors après, bon, pour le coach du Saint-Quentin, c'est vrai que c'est un peu assez particulier parce que c'est vrai que c'était la pièce maîtresse Ouais. du club. Donc là, c'est vrai que en 5 ans, il a fait beaucoup Oui, de choses. il a fait beaucoup de bien à la ville. Hein. Et là, ils arrivent sur un autre profil. Je sais pas si ça a été confirmé, mais normalement, c'est le coach de Nantes. Et en gros, il y a un petit échange. Mais si, c'était confirmé. C'était confirmé. C'est confirmé, ouais. Ouais. Donc le coach de Nanterre, c'est un profil aussi atypique et un peu du même style que, on va dire, que Julien Mahé. Donc, Faut lui laisser sa chance. mais là, c'est sûr qu'en gros, il y a une passation de 5 ans de travail et puis il y a eu quand même 5 saisons folles. ah oui, on a été servi là-dessus. Il y a eu des joueurs quand même qui sont passés, qui sont montés en flèche. Hein. Il y a eu Hugo Besson et Cartwright qui est parti en Allemagne après, qui a cartonné. Nolan Traoré. Donc il y a eu des gros joueurs qui sont passés et dû au profil du coach. Oui. Donc là, à voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr que là, il y a un changement. Il y a un changement. À voir comment ça va se passer pour Saint-Quentin, mais en espérant qu'on reste le plus longtemps en pro. Hein.
Espérons. On va le souhaiter. Hein. Et donc, pour revenir simplement au Bloom, hein, je sais qu'il y a quelques événements là, qui sont prévus ces derniers temps, avant de passer à la rubrique de Penny, où là, on sera plus orienté purement basket, parce que je vois qu'on commence déjà à détourner sur le basket. Qu'est-ce qui se passe au Bloom prochainement ? C'est quoi les futurs projets là sur ces prochains mois ? Les prochains projets, ça va être donc là on va attaquer une grosse soirée. C'est donc le 31 mai, c'est la finale de la Ligue des Champions. On va dire merci au PSG. PSG, Non, vous avez pas le choix là, tous au Bloom là, et on y Tu va. vas faire un truc spécial pour le cas. Bah là, on a déjà mis en place un petit peu, donc on a commencé à mettre des écrans sur la terrasse. Ouais. Donc je pense qu'on va devoir en mettre un peu plus. Fais une demande d'autorisation à la mairie pour squatter le parking ou un truc de ce genre là. Ouais. En même temps, tu sais, c'est toujours pareil, quand tu mets les moyens, je pense que les gens aussi répondent présent. Bien sûr. Demain, si on devait faire un truc vraiment spécifique sur le parking, je suis sûr que si c'est bien fait, les gens répondent présent. Bien sûr. On n'est pas de là à faire une fan zone pour le PSG, hein, pas encore. Non. Non, mais ouais, donc on va avoir toute. Bah là, on arrive sur la fin de saison de pas mal de sports, donc on va arriver sur toutes les finales, tout ça, donc ça va être pas mal. NBA, Ça va etc. être- mais ouais. Billet, c'est plus dur. Ouais. À 3h du mat. Ouais, mais je vais en parler parce qu'avec avec Yacine, Oui. que tu connais, on a réfléchi peut-être à un petit format qu'on va essayer de mettre en place Ah, pour les finales. Peut-être on va essayer de faire un peu une nocturne, un peu, je sais pas, on va voir un peu privé avec un package, on va essayer de voir. ça pourrait être cool ça. Ouais, Ouais, ça, c'est c'est ça, c'est une petite exclue qu'on Ouais. donne, mais ouais. Si c'est le cas, on sera présent. Ouais, non, on va. Exclu, mais on va les réfléchir. amoureux du basket et de la NBA, Je pense qu'il y a matière avec l'écran, c'est sympa et tout. Donc Oui. je pense qu'il y a matière à faire. Donc non, il y a les finales, finale de Ligue des Champions, Coupe de France de foot, DJ set avec toi. Hein. c'est ça, je serai de retour là après. Il me sort de Voilà. ma retraite de DJ le 6 juin Le 6 juin, exactement. pour un concept un peu spécifique là dans le hall. Enfin, on a commencé à en discuter tout à l'heure et ça s'annonce Ça va être pas mal. ouais. Ça. Ouais, ça va être cool. Donc pareil, et puis là on va lancer aussi l'équipe Cup. Donc on va lancer un premier tournoi FIFA sur écran géant début juin. Donc on va tester ça et puis si ça marche bien, je pense qu'on va le décliner sur Sur Mortal Kombat, des trucs de ce genre là. Ah, d'autres jeux, logiquement. Un Touquet aussi. Ah, Touquet, ça Ouais. serait cool. Hein. Donc du Ah. coup, peut-être s'adresser aussi aux gens qui nous, Aux gamers, nous mais- écoutent. Gamers, Si ouais. vous êtes gamer, vous aimez bien gamer. FIFA, vous avez un bon niveau, n'hésitez pas à vous Ouais, rapprocher. La com va bientôt se lancer, Ouais. les inscriptions aussi vont bientôt se lancer. Donc je pense qu'on va commencer par FIFA et si ça mord bien, après on va décliner sur pas mal de choses. Ouais, Vrai puis billet forcément FIFA, etc. Il y a quand même pas mal de joueurs. Ouais, Et puis le bien. e-sport aujourd'hui, c'est vraiment. Ça Fonctionne. fonctionne de fou. Ça fonctionne à fond. Ouais, ça cartonne complètement. Les mecs sont reconnus comme joueurs pro, quoi. T'as vu, j'avais un peu de mal avec ça, mais bon, aujourd'hui, C'est ça. un métier. Ouais, voilà, c'est un métier, hein, Ouais. de jouer à la console. Exactement. Non, ça, puis après il y a d'autres soirées qui vont arriver juin, juillet. De toute façon, on anime de manière récurrente. C'est ce Surtout qu'il faut. l'été, Hein. ça va être propice à faire plein de choses. Oui, après on a un concept, on a un établissement qui nous permet de faire quand même beaucoup de choses. Ça, c'est le gros avantage. On a un outil qui est modulable et qui nous permet de bien s'amuser. Donc autant en profiter un maximum. C'est ça le truc cool quand même avec ce concept ici, puis le travail que tu fais ici, c'est t'es pas en train de te reposer sur tes lauriers. En mode années 80 où les mecs ils se contentaient d'ouvrir les portes et puis voilà, ça va se passer comme ça. Dans tous les cas, j'aurai du monde et puis point barre. C'est que tu cherches toujours aussi à trouver quelque chose de nouveau, de toujours renouveler un peu tes idées, de remettre les choses en place pour dire voilà, on est au taquet quoi. L'idée, c'est ça, c'est jamais se reposer sur ses acquis, puis voilà, de proposer. Et puis le but, c'est ça, je pense que les gens sont demandeurs. Et le peu d'animation qu'on a fait depuis le début, ça a toujours bien répondu présent, donc c'est parce que les gens, au final, s'y retrouvent. Ouais, ils ont besoin de divertissement. Hein. C'est nous le haut niveau de la boxe. Dès qu'on organise un événement, ça y est, c'est la fête. Et les gens veulent du divertissement. Et le sport, ça rassemble. Oui. Ouais, Le sport, ça complètement. rassemble à Ouais. fond. De toute façon, c'est pas pour rien que les politiques s'en servent du Exactement. sport. C'est parce que le sport reste Ça. un outil qui rassemble un maximum de monde. Ouais. Comme faut. Donc le mieux après, c'est de prendre nos réseaux, nous suivre sur les réseaux pour avoir toute l'actualité, comme ça. Bon, Ils peuvent te retrouver sur quoi? Donc Insta, Facebook. ouais, une petite page, on essaye TikTok, comme Yes. tout le monde. C'est plus- J'ai pas encore pris le pas moi pour TikTok. Ouais, bah, j'ai encore un peu de mal avec ce concept, mais mais c'est monstrueux en vrai, mais c'est vrai que c'est particulier parce que c'est de la vidéo, quoi, c'est de la vidéo courte. Nous, on est sur TikTok. TikTok. On a quelques vidéos sur TikTok. Tu sais, ça fait Jones. Ouais. On est sur TikTok. Ouais. Donc, non, on fait principalement Insta, Facebook Ouais. et TikTok également, mais voilà.
Ok, bon, c'est pas mal. Hein. Juste une petite question, est-ce qu'il y a une seule chose que tu regrettes? Non, parce qu'il vaut mieux pas vivre avec des regrets, sinon on réfléchit beaucoup. Un remords? Non. Non, ça par contre, non, après on peut toujours faire mieux. Comme je dis souvent, quand c'est passé, c'est trop facile de dire si j'avais su. Donc les si, j'essaie de pas trop vivre avec. Parce que c'est pas le but. Et puis, par contre, oui, toi, on me dit souvent que depuis maintenant, ça va bientôt faire 4 ans, que j'ai pris beaucoup en âge. Parce que ça, c'est l'expérience. Et ça a pas de, voilà, ça a pas de prix. Aujourd'hui, non, faut pas. Enfin, moi, ce que je peux conseiller, c'est de vivre avec aucun regret. Maintenant, il peut y avoir des choses dans la vie où, oui, on peut regretter, mais il faut essayer d'avancer. Faut avancer. Et du coup, là, aujourd'hui, tu te concentres à 100% dans le Bloom ou est-ce que tu as déjà d'autres projets en tête? Non, 100% le Bloom. Ok. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Donc, non, 100% Bloom. Je suis en train même de. J'avais d'autres restaurants que je suis en train de normalement de céder, j'espère très vite, pour me concentrer 100% à Saint-Quentin et avec le Bloom. Et ça représente quoi comme, travail quand tu es dans la gestion comme ça d'un restaurant comme le Bloom, enfin d'un complexe? Bah, en gros, moi, enfin, aujourd'hui, moi, mon rôle principal, c'est d'essayer d'anticiper un maximum. Donc, que ça soit sur tous les aspects, hein, les achats, le recrutement, et après, c'est la gestion quotidienne, donc humaine principalement. Et puis après, c'est de vivre à 6 mois en avance, généralement, minimum. Donc c'est de gérer tout ça. Mais après, on est sur l'opérationnel pur, donc on peut prendre des services. Donc je sers, on est au bar, on est dans les restaurants, on accueille nos clients. Mais c'est vrai que la plus grosse partie, c'est d'anticiper un maximum, de planifier. Ça, c'est la plus grosse partie du temps où je passe. Ok. C'est quoi la journée type d'Oscar? Journée type, généralement, je me réveille, on va dire, sur les coups de 6h30, 7h, parce que c'est ma fille qui me réveille. Mais c'est bien, au moins, elle me lève tôt. Après, dépôt à la crèche, on arrive au Bloom, je fais le tour des cellules. On regarde si toutes les mises en place. Après, j'ai l'avantage d'avoir des équipes. Hein. Aujourd'hui, elles sont cadrées, elles savent ce qu'elles ont à faire. Mais moi, je suis beaucoup. Voilà, en gros, c'est d'anticiper et de contrôler. Donc, on fait le tour le matin, si tout est en place pour le service du midi. Et après l'après-midi, je fais entre-temps, j'ai tout l'administratif à gérer tout de même. Rebelote le soir. Et puis après, on a des créneaux spécifiques, gérer la com, prévoir toutes les animations, anticiper s'il y a du recrutement, les plannings, les achats également. Donc de temps en temps, voilà, on fait un peu de sourcing au niveau des achats pour voir si on est toujours dans les bons ratios. Oui. Donc ça, c'est super important. Et puis avec ça, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà des belles journées. Ça Hein. prend déjà beaucoup de temps. Et voilà, après, donc, et puis il y a toujours la journée type qu'on aimerait avoir, mais il y a toujours. Ce qui arrive entre deux, le mauvais courrier, le mauvais mail. Ah, on a quelqu'un qui rentre dans la salle. Il y a une petite poulette, ça c'est la livraison du pain. Julien essaiera de nous faire descendre ça au montage. Ça c'est en direct. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe sur le volet IMG Academy ou IMG, on peut en revenir sur mon année aux US. Je pense que moi, quand j'en parle, c'est des super souvenirs. Hein. Déjà, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Donc, j'ai mon bac. À l'époque, j'ai mon bac. Je crois que j'avais fait des propositions à l'époque sur un DUT, je sais plus trop quoi, pour mes études. Et je devais soit partir à Lille ou à Montpellier. Je crois que ça s'est pas fait. Ou je dis à un moment donné, ouais, j'aimerais faire un camp de basket, je sais plus trop quoi. On tombe sur un truc. Et au final, donc déjà, le camp de basket était un peu tard parce que je pars le 6 septembre. Donc j'arrive là-bas de base, je suis parti pour 3 semaines de camp. Et donc j'arrive à l'IMG pour 3 semaines de camp basique. Sauf qu'en final, tout le camp de base qu'ils organisent l'été était fini. Donc moi j'arrive au mois de septembre où la rentrée grosso modo des classes aux US là-bas. Et donc je tombe dans le process classique des équipes qui préparent leur année, quoi. Donc je pars pour 3 semaines. Et à un moment, je dis à mon père, écoute, il faut que tu viennes parce que je suis tombé sur, on va dire, amoureux du truc, quoi. Donc j'ai la chance que mon père il vienne voir et tout. Et puis je dis, écoute, je veux rester.
Et puis il me dit, écoute, on va regarder. Puis donc ça s'est fait. Donc je suis parti pour 1 an. Donc voilà pourquoi enfin, ça c'est parti pour de base. C'est voilà, je fais un camp de basket. J'appelle mon père, je dis écoute, faut que tu viennes voir, c'est un truc de dingue. Il vient me voir et puis il me dit ok, bah c'est parti, on t'inscrit pour l'année quoi. Et il partageait aussi cette culture-là du basket ou pas? Alors mon père sportif, non, je pense pas, j'ai pas le souvenir. Mais par contre, quand j'ai commencé à bosser, à bosser avec lui, il m'a toujours dit ta plus grande force, c'est de faire le rapprochement sport, travail. Ok. J'essaie toujours de m'appliquer un peu cette règle de dire comment j'aurais géré, que ce soit sur un terrain ou sur un aspect sportif, comment j'aurais géré mon problème avec un collaborateur ou une problématique dans le travail. Donc lui, il a beaucoup essayé de faire. On va dire qu'il s'est inspiré de beaucoup de monde, mais le sport, c'est vrai que tu as des grands sportifs dans l'éthique de travail, dans la rigueur, ce qui fait que déjà personnellement, on se doit de donner l'exemple, on se doit d'être le plus rigoureux avec soi-même pour déjà dire à quelqu'un d'autre, fais comme ci, fais comme ça. C'est ça. Après, tu étais meneur, Et, quoi. ouais. Donc, tu gérais l'équipe aussi. Donc oui, alors après sur l'aspect sportif, j'avais le rôle du meneur. Donc alors, après, à mon niveau, oui, le meneur est censé avoir la tâche de gérer, Bien sûr. on va dire l'équipe. Mais donc oui, inconsciemment, j'ai un peu ce rôle, on va dire de leader, de manager qui prédomine. Mais oui, c'est l'aspect sportif en termes de comment dire d'inspiration aujourd'hui est super forte. Et je pense que quasi dans le monde du travail, tout le monde s'inspire du sport et d'un sportif en particulier. Je pense. Généralement. Enfin, Généralement, Oui, enfin. oui. Après toutes les discussions qu'on Pas a eues. tout le monde, mais oui, bien sûr. il y en a beaucoup. Donc non, donc ouais, donc l'IMG c'était une année de dingue parce que j'arrive là-bas et même pour dire au début, donc j'ai 18 balais, je pense que je dois pas peser, je sais pas, j'arrive, je dois faire peut-être 70 ou 72 kilos. Les premiers entraînements c'était très très compliqué et j'ai un souvenir parce qu'à un moment donné je suis sur un exercice, donc alors, la Floride, très chaud. Et je sais pas, je m'atrophie l'avant-bras et la main. Et pendant 2 jours, en fait, j'ai la main j'ai impossible de la déplier. Donc, grosse déshydratation. Mhm. Et l'effort qui est à un niveau auquel on n'est pas habitué. Bien sûr. Donc, déjà, il faut s'adapter au climat, à l'environnement. Donc, ça m'a fait très bizarre parce que, on va dire que de base, j'ai un caractère qui fait que je lâche rien et j'ai pas peur de grand-chose. Ouais. Et là, arrivé là-bas où tu prends déjà une première claque et tu dis, ok, donc on est dans un truc où déjà on est sur un autre level. Et puis ça n'a rien à voir, quoi. Tu te lèves à 5h30. On avait des dortoirs, tu as le petit train qui te prend à 5h45, qui t'amène devant la salle. Tu commences avec 1h30, généralement c'est stretching, shooting et muscu jusqu'à 8h. Oui. Après, donc moi je devais passer l'équivalent anglais, enfin mon équivalence d'anglais, parce que j'avais mon bac, donc j'avais pas besoin de faire d'autres cours, mais je devais passer une équivalence en anglais. Donc j'avais des cours de 2h30, je crois, par jour, chaque matin en anglais. Après, tu allais manger. Et après, ça pouvait commencer l'entraînement de 13h et ça pouvait finir à 20h ou 21h, quoi. Et ça, tous les jours. Et ils blaguent pas les Américains là-dessus. Nous, quand tu vois en France comment on gère nos petits, si tu les entraînes plus d'1h30 par jour, les parents sont en panique. Là-bas, les mecs, ils prennent 6-7 heures d'entraînement et c'est normal. Alors après, moi, c'était parti. Enfin, moi, là où je suis, on va dire le niveau parce qu'en gros, c'est ta high school. Donc, le high school, pour nous, c'est le lycée. C'est le lycée. Mhm. Et moi, j'étais entre. Et après, tu as le collège. Donc, le collège, c'est l'université. Et donc, moi, j'étais entre les deux, ce qu'ils appellent les prep schools. D'accord. Donc, en gros, c'est tous américains ou étrangers ou peu importe. C'est tous ceux qui sont entre les deux, donc qui ont fini le lycée. Mais par exemple, tu as des Américains qui ont des matières à rattraper, donc qui n'ont pas l'équivalence, que ce soit en maths ou n'importe quelle matière, pour aller à l'université. Donc, ils peuvent intégrer une prep school. Ils passent leur équivalence, leur rattrapage, grosso modo, donc à l'école. Et après, il y a toutes ces prep schools-là, ceux qui ont eu, entre guillemets, leur diplôme du lycée, mais qui n'ont pas forcément le niveau aussi pour intégrer une université ou qui n'ont pas de bourse. Donc moi, j'étais un peu dans cet entre-deux, donc ils appellent les prep schools. Donc en gros, tu peux avoir, donc ça va de 18 et tu peux avoir des mecs qui ont 22 ou 23 ans. Ah ouais, quoi.
Donc, tu tapes contre des joueurs qui ont aussi un niveau. Moi, j'étais avec des mecs qui sont à la fin de l'année, ils ont signé en division 1 universitaire. Ah ouais, bien. Pas des mecs qui sont pas là pour blaguer, quoi. T'avais de la compétition, t'avais des matchs aussi. Ouais, donc comment ça se passait globalement? T'as une grosse période au début, t'as pas trop de matchs, donc entraînement mais à foison. Et après, donc moi en prep school, t'avais plutôt des tournois dans l'année Ok. où tu partais 3 jours et pendant 3 jours tu fais que des matchs. Et j'ai Toujours dans le comté ou dans non, l'état d'être. non, j'ai eu la chance. En gros, c'est ça qui est fou, c'est que tu prends l'avion pour aller jouer au basket. Ah, excellent. Ah, là, déjà, Ah, excellent. Donc, t'as visité aussi. Ouais, quand t'as 18 ans, tu prends l'avion pour aller jouer. Donc j'ai eu la chance d'aller. On a joué à Miami, Chicago, Atlanta, Phoenix. Ouais. C'est déjà pas mal, je crois. c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà cool. Déjà un beau CV, là. Ouais. Donc non, tu joues dans des villes et en fait c'est des hangars. Hein. C'est des hangars. Les mecs ils arrivent, ils mettent les terrains de basket. Un peu comme ils montent une salle de basket aujourd'hui, comme on voit sur les vidéos là. Ouais, quand ils ça retirent cool, le oui. parquet, des trucs comme Bah ça. eux, il y a des week-ends où ils prennent que des hangars, paf, t'as 10 terrains. Et ça fait, C'est pendant parti. 3-4 jours, t'as 50 000 équipes et ça fait que jouer. Comme ils sont fait à Disney pendant le Covid. Non mais c'est C'était que des terrains. c'est comme fou. Hein. ça. Alors, et après, j'ai joué aussi dans des écoles. Donc là où tu vas dans le gymnase de l'école. Et justement, la mentalité américaine, parce que je sais que les Américains, ils adorent le sport. Mhm. Et au lycée, en université, il y a des fans à fond. Les gens, toute la ville est pour l'équipe universitaire. Ouais, bah, aujourd'hui, même le collège, donc le basket universitaire, je crois que c'est plus regardé Que la NBA. que la NBA, par exemple, pour le basket. Je sais que le match le plus suivi de l'histoire, c'est Magic et Bird en 79, le finale universitaire. Ouais. C'est celui qui est le plus Mais suivi. c'est... Mais ils sont tarés, les Américains, avec ça. Ouais, mais je sais pas, honnêtement, ils sont. En fait, et tu vois, c'est là où le rapprochement aussi, moi, quand je suis arrivé là-bas, eux, ils sont fiers, tu vois, ils sont méga fiers de leur pays, Ah de ouais, ce qu'ils ça, ouais. de ce qu'ils font en général. Ouais. Et tu vois, moi, je suis arrivé là-bas en disant, à un moment donné, ok, ouais, en fait, on est un pays aussi, on a la France, on représente. Et toi, tu développes ce côté en disant, ok, les Américains, c'est bien beau, vous êtes les meilleurs aussi, mais nous aussi, on sait faire. Et en plus que moi, j'ai mon caractère qui, généralement, me laisse pas trop faire. Ouais, t'as un peu taquin, et puis en mode, ouais, je vais te montrer que je suis En là, mode, quoi. et donc, t'as un peu ce côté chauvin qui se développe en disant, t'as ton drapeau, mais j'ai le mien aussi. Ouais. Et donc, mais c'est sur un fond qui est bon. Tu vois, Bien c'est la compétition. Et quand t'es compétiteur, il y a rien de mieux. Ça doit être bon avec ça. Ouais, à vivre. Imagine la À vivre, force que ouais. ça doit te donner, etc. Enfin, Ah, moi, je sais que toute la ville est là pour regarder les matchs universitaires ou même, bah, même au lycée. Toute la ville est là. De toute façon, quand tu regardes la March Madness, Exactement. Ouais. les phases finales universitaires, c'est monstrueux. Ah, les États-Unis entiers sont devant la télé. Bah, et puis Ah, quand tu dis une université, donc en gros, quand tu es à l'école, quand tu regardes de certaines écoles les gymnases qu'ils ont, tu dis ça fait peur. Quoi. Et là, après, mais c'est ce qui est fou, mais ce qui est en train de devenir un grand sujet dans le basket français, c'est qu'à une époque, les universités ne pouvaient pas rémunérer Ouais. leurs étudiants. c'est interdit, ouais. C'était interdit, donc ça se faisait de manière ouais, dérobée, de sur, des voitures, Le des film maisons, The Chips en parle etc. très bien. Voilà. Et maintenant, ce qu'ils appellent le Nil, là, donc je sais pas trop comment, enfin, je sais plus trop quoi, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent rémunérer leurs étudiants. Et là, il y a un truc ce qui se passe, c'est qu'il y a les jeunes Français qui vont en NCA et qui vont signer pour 800 000 $, 1 million. Ah ouais. Et S'il y a de la visibilité, il y a des contrats publicitaires, il y a tout ça. Donc, Puis même le niveau. Ça n'a rien à voir. Et puis même le niveau, quoi, qu'ils vont prendre, les mecs. Ah bah c'est sûr. Alors après, toi, c'est des jeunes de Pro A, donc la Betclic, ça quand même, le niveau c'est le niveau, ouais. est quand même très élevé. Mais ce qui est fou, c'est que là, il y a un grand sujet. Hein. Ils sont en train de se dire, on se fait piller Ah, bien sûr. tous nos jeunes talents. Bien sûr. Et mais il y a des sommes fous. Il y a un jeune là, de Strasbourg, on lui a proposé 2 millions d'euros. Quand tu regardes pour un jeune, un basketteur français, il gagnera jamais ça dans toute sa carrière. On n'a pas le droit d'en parler, mais on a eu quelques infos sur un joueur, pareil, qui approche, enfin, qui a Courtisé. Très courtisé. Très courtisé. Et il y a plus d'1 million qui risque de tomber, quoi. Donc, Et on moi, en parle en off tout à l'heure, mais J'en discutais, je sais plus, même avec Yacine, là, je disais, mais moi, honnêtement, je suis jeune français,
Je pars. Oui. Et- Oui. Mais tu signes demain. Le rêve américain, direct. Mais déjà, Bien sûr. T'as 15 ans de carrière, tu feras pas tes 1,5 million. mais c'est impossible. Donc, de ce Enfin, comme fait je dis, c'est impossible. Oui. À part d'être C'est Eddie ça. Okobo, Oui. et encore, c'est des jeunes, ils ont été draftés, ils Ouais. sont retombés dans une Il y a un écurie qui circuit joue de l'Euroleague. Ouais, voilà. C'est parce Mais qu'il a Monaco aussi. Là, t'imagines Un joueur français lambda, tu pars pour 2 ans de contrat, on te file 2 millions. Pas de problème. faut signer tout de suite. J'y vais, je reviens, tu fais ton business derrière, t'es tranquille. C'est ça. Quel est l'intérêt? L'air de guerre, de toute façon, c'est l'argent. Ah On va oui. pas se cacher. Et puis la visibilité aussi. La Oui. visibilité que tu gagnes là-bas. Ouais, elle est aujourd'hui, incroyable. oui. Et puis les infrastructures. Aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut. Ah, là-dessus, les Américains. En ouais, France, c'est- on a. En termes d'encadrement, etc., je pense que t'es là-bas, c'est un on a autre monde. des années-lumière en retard. Rien que moi, je parle d'IMG. Tous les matins, si je voulais, j'avais un mec, je faisais des straps, des soins tous les jours. Tous les jours. Voilà. À l'école. Je parle d'une école. Des clubs pro, ils ont même pas ça c'est à clair. leur niveau. Ouais, c'est Ouais, les clubs pro, la plupart du temps, en France, c'est des kinés qui sont bénévoles. ouais, c'est ça. Ou sinon, qu'ils sont engagés juste le temps Ouais, juste d'un le temps tournoi, de- d'un ceci, de c'est ça. cela. Ouais. Ouais, j'ai des salles de muscu. IMG, tu vas sur les réseaux, tu regardes les salles de muscu qui sont à disposition. Tu peux t'apprendre. Bah, c'est flippant. Et là, nous, tu vois, enfin, c'est. Moi, à un moment donné, on a eu la chance, on a joué en Caroline du Nord. Et donc, on était à côté du campus de Duke. Donc, on a visité. Donc, quand tu visites un peu, donc, ils ont un musée, donc tu visites le palmarès, etc. Et après, tu visites rien que leur salle d'entraînement, tu visites leur salle de muscu. Ouais. C'est Ça doit être un délire. c'est un truc de fou. Hein. L'une Rien qu'au porte niveau la- des centres de récupération, etc. tout, ouais. C'est en train d'arriver tout doucement en France, mais c'est pareil. En France, ça, tout ce qui arrive, c'est des entreprises privées. Bien sûr. Comme nous avec la salle, avec la boxe, etc. Mais tout ça, c'est des entreprises privées que là-bas, c'est accessible directement aux joueurs. Il y a des partenariats qui sont Après, créés. c'est le modèle est complètement différent en France et aux États-Unis. Aujourd'hui, les écoles sont. Enfin, il y a beaucoup de dons faits par des grosses structures, enfin des fonds privés. Et nous, aujourd'hui, le sport n'est qu'associatif. C'est ça. Donc, C'est mal vu. Hein. euh, C'est là aujourd'hui, le CrossFit est en train d'exploser en France, mais enfin, ça fait déjà un petit moment. Mais encore aujourd'hui, à Saint-Quentin, quand tu présentes le prix d'un abonnement de CrossFit, on te pointe du doigt. Parce que bah, à côté, tu as la salle associative où on te demande 5 fois moins cher. non, et donc, mais tout est le modèle est différent. Aujourd'hui, c'est l'école qui est. En gros, quand tu joues demain, tu veux signer une licence aux US, admettons, tu signes pas de licence. Tu joues au départage dans ton collège, dans ton lycée. Donc, ça fait partie intégrante de ta vie de tous les jours étudiant. D'accord. Nous, aujourd'hui, tu peux être étudiant et jamais faire de sport de ta vie. Eux, c'est obligatoire. Mm. Alors après, t'as des passerelles. Tu peux dire, moi, le sport, ça me convient pas. Donc, tu as d'autres passerelles culturelles, etc. Enfin, comme on voit un peu dans les séries, mais ça existe vraiment. Ils ont une section journalisme, etc. Théâtre, Voilà, ouais. etc. Ces conneries-là. Donc, et tu le fais au début, tu fais des petites missions comme ça au sein de ton école. Et ce qui fait que les gens, bah, ils arrivent à trouver un peu leur voie ou trouver ce qu'ils aiment. Mais nous, ça n'a rien à voir. Nous, aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose autre que l'école, tu es obligé de passer par le monde associatif. Ouais. C'est tout, ça se passe comme ça. Donc, t'as pas d'autre alternative. Et pour moi, c'est tout le gap qu'on a entre, on va dire, soit l'Europe ou même la France et les États-Unis. Puis pour essayer de gagner en France, le nombre de fois on peut entendre des parents, oui, j'ai inscrit mon enfant au basket, mais je vais le retirer parce qu'il ne joue pas. Ouais. L'entraîneur ne veut pas le faire jouer. Et pourtant, je paye une licence. Ouais, mais le fait de payer une licence ne lui donne pas le droit d'aller faire partie du 5 majeur. Ton fils, il est nul, il est nul. Point barre. Ne s'emmerde pas avec ça. C'est juste. Soit il joue, soit il gagne. il Il faut choisir. Il faut qu'il devienne meilleur pour venir jouer sur le terrain Et avoir envie de jouer aussi. et avoir Ils envie. n'ont plus la passion. Ouais, les gosses. Et tout le même processus de sélection, c'est ce qui fait que quand tu es au collège aux US, tu as des sélections. C'est-à-dire que tu as le droit de. En gros, ça fait. Le mot, j'arrive pas à le trouver, mais c'est grosso modo, c'est comme si en gros, tu coches des cases en disant en début d'année, tu dis tu veux faire quoi toi cette année? Bah, moi, je voudrais jouer au basket. Très bien. Tu coches la case basket. Bah, rendez-vous dans 15 jours. Il y a il y a les sélections. détections et les sélections. Et après, on va dire si tu es dans l'équipe ou pas. Donc, à moi, si tu veux jouer, bah, il faut que tu sois bon. Et si tu es dedans, bah, on te dira quand jouer et et comment faut s'entraîner. Alors que nous, c'est plutôt de dire bah, t'as envie de faire quoi? Tu veux jouer le basket? On va, Eh dire, bien, je te paye. on va te mettre là, on va te mettre la petite licence et puis après, on verra bien ce que ça Après, donne. en France, il y a beaucoup. Bienveillance. Ouais. Ouais, Toute voilà. bienveillance. Ouais, et puis après, en C'est France, il y a important. beaucoup de problèmes. Tu prends les parents qui sont coachs des équipes parce que tu n'as plus de coach dans les clubs, tu n'as pas assez d'adhérents. Même les gosses, ils prennent n'importe quel gosse Le parce principe, qu'ils en ont besoin. Tout ça, c'est des bénévoles. Il y a Et c'est plus- bien gentil. ça aujourd'hui. Mais je reviens au truc, c'est qu'aujourd'hui, une école, il y a des écoles publiques et Mhm. privées aux US.
mais tout est sur fond de comment dire, c'est des gens qui payent. En gros, c'est des anciens élèves qui ont cartonné, qui sont devenus, entre guillemets, qui ont leur boîte, ils vont donner à l'école. Que des dons comme ça. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas de photo. Hein. Tu vas un entraîneur compétent, il ne sera pas forcément gratuit. Enfin, c'est comme tout dans la vie. Tu vas avoir affaire à un prestataire compétent, c'est un coût. C'est tout. Ouais, quand tu vois les contrats des coachs universitaires, déjà, c'est flippant. Ah ouais. Coach qui signe sur 20 ans, je sais pas combien de millions, déjà, c'est flippant. Tu vois ici, regarde, tu prends n'importe quel entraîneur de n'importe quelle équipe là, chez les gamins, souvent c'est des papas, etc. C'est bien, parce que les mecs... Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. Heureusement qu'ils sont là pour faire vivre les clubs, etc. Mais est-ce que c'est comme ça que le gamin va réellement apprendre le basket, va apprendre les fondamentaux du basket, va apprendre les choses? Non. Souvent, on va prendre le département de l'Aisne. Combien d'entraîneurs chez les poussins sont réellement diplômés et qui ont les capacités j'en ai pas en tête là. Ou après c'est des jeunes du club qui sont là et ils ont des petits contrats à droite à gauche, civiques et comme ça. Et qui font le taf. Et puis comme tu dis, heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'ils sont là. Si on n'avait pas tout ça non plus, je sais pas où on n'aurait plus rien là. Mais c'est deux modèles qui sont complètement à l'opposé. T'as quelque chose de structuré, et puis de l'autre côté, c'est... on bricole. Composé. Structuré différemment, on va dire. Mais... Un peu de bricolage. Quoi. Ouais, voilà. Mais après, heureusement qu'il y a des bénévoles. Enfin, moi, je voyais mes parents à l'époque étaient bénévoles dans tous les clubs auxquels je participais. Et heureusement qu'il y avait ces gens-là pour amener les gens les week-ends sur les matchs, etc. Ouais, mon père qui m'a suivi tous les week-ends et tout ça. On a fait des kilomètres. Oui. Mais contrairement à moi, quand je prends mon exemple, quand je prenais l'avion, c'était pas le papa ou la maman de. T'es pas trop derrière dans la voiture. Ah, mais toi, c'est. Après, tu sais pourquoi aussi. Donc, forcément, comme entre guillemets, t'as payé ou il y a des gens qui ont payé pour, derrière, il y a un budget, il y a toute une structure qui fait que tu peux te permettre des choses. C'est beau, putain. C'est quoi le truc le plus fou que t'as fait là-bas? Le truc le plus fou que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose à part m'entraîner, tu vois, mais non, honnêtement. Le truc qui t'a vraiment le plus impressionné Le plus impressionné, c'est vraiment le mode de vie, quoi. Tu rentres dans un truc qui est dans un autre monde. Tu arrives, tu vis pas, t'apprends à vivre autrement. Ça n'a rien à voir. C'est une autre approche, vraiment une autre approche de tout ce que tu peux faire tous les jours. Okay. J'ai pas eu de gros événements, honnêtement. Je m'entraînais du lundi au vendredi. Je suis peut-être allé 2 fois à la plage en 10 mois, tu vois. Donc j'ai eu quasiment aucun week-end off. Donc tu fais que t'entraîner la semaine, tu fais que jouer le week-end. Non, après oui, je suis allé dans des petites anecdotes. Je suis allé dans des trucs sympas. Toi, je suis allé dans un lycée où c'était le lycée de Tracy McGrady. Donc on a joué dans la salle où t'as le maillot qui est retiré, donc c'est sympa. À l'époque, on n'a pas joué parce que lui il était au lycée, donc moi j'ai pas joué, mais on a vu des matchs où il y avait des prospects qui étaient sur les réseaux partout, donc tu les voyais en vrai. Ouais. Mais non, sinon après j'ai pas fait. Après l'avantage qu'il y a aussi chez IMG, c'est que tu as toute une structure qui est vraiment indépendante pour vraiment les vrais pros. Et donc il y avait des stars de NFL qui venaient faire des camps aussi. Il y avait des joueurs de NBA qui étaient venus. T'as rencontré des joueurs? Non, pas connus, non, mais c'était des mecs, on va dire, de second rang. Ouais. Mais des mecs de NBA qui venaient s'entraîner sur des camps. Et là, il y en a de plus en plus. Ça, c'est cool, ça. Ouais, et puis toi, ce qui est fou, c'est que t'es sur le camp. En fait, t'es sur le campus. Donc, il y a le mec qui marche à côté de toi, tu lui parles quoi. Ça, c'est cool, ça. Il n'y a pas la barrière et tout ça. Ouais. Donc, c'est cool, ça. Ouais, et les mecs, ils vivent sur le campus avec toi. Alors, ils habitent, ils dorment dans un coin séparé, ils mangent, ils ont leur cantine aussi. Mais par contre, quand ils utilisent les infrastructures, ils sont. C'est les mêmes que les tiennes, quoi. Ouais, ils sont avec toi. Ça, c'est cool. Là, c'est une belle expérience. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, on est bon là-dessus. Hein. Bon. Moi, j'ai hâte d'attaquer la rubrique de Penny en mode basket. Allez, c'est parti.